La radio en mouvement. Flow 96.5. L'Océanique qui divise sa fin de semaine contre les Saguenay de Chicoutimi. On commence ça samedi contre les Sags toujours, mais voilà, on sait, ça a été un excellent match de hockey de l'Océanique et vraiment, j'ai rarement, depuis l'année passée, en fait, là, je pense que ça a été le match le plus enlevant au Colisée financier Sun Life depuis le match numéro 7 là, contre les Cataractes de Shawinigan. Je suis pas en train de comparer les deux matchs. Cela dit, là, c'est vraiment pas ce que je suis en train de faire. On parle d'un match 7 dans une demi-finale, et là, on parle du troisième match de la saison régulière. On s'entend. Mais je veux dire, côté spectacle, côté tension dans l'air, je trouve que c'est le match qui ressemble le plus à ce match-là depuis qu'il a été joué. Donc, peu de personnes avaient prédit une victoire de l'Océanique contre les Sags. Tout le monde disait qu'elle allait se faire balayer 2-0. Et finalement, c'est un résultat mitigé pour la troupe de Joël Perreault. Les deux équipes, donc, c'est ça samedi soir. Samedi après-midi, en fait. Se sont échangés des chances de marquer pas mal en première. Ça jouait de part et d'autre pour commencer la partie. Thomas Belzile, lui, a dit pas si vite et a marqué son premier de la rencontre. Émile Duquet a joué tout un match en passant samedi soir contre ses anciens coéquipiers. Sinon, par la suite, les Saguenayens ont répliqué grâce à Émile Guité. Donc, après 20 minutes, c'était un partout. La deuxième, sinon, a été un véritable festin offensif, et je pèse mes mots. Peteris Boulans, qui, fraîchement coupé de son gars avec les Knights de Vegas, a décidé qui arrivait tôt, lui, en deuxième, 36 secondes après la mise en jeu initiale des joues William Lasselle. C'est 2-1 pour Chicoutimi. Quelques minutes plus tard, c'est Lucas Napio qui accepte une passe magnifique d'Oliver Chaya, qui s'était planté derrière le filet, et une passe, digne des plus grands fabricants de jeux de la LHJMQ. Oliver Chaya, donc, passe à son coéquipier suisse, qui a décoché un puissant lancer sur réception, qui a trompé la vigilance du gardien Thomas Gagné. Oui, je vous rappelle, Raphaël Précourt n'était pas là, gardien numéro 1 des Saguenayens. Lui qui a eu une opération cet été et qui devrait revenir là, de ce que j'ai vu dans les articles là, des journalistes affectés au beat à la couverture des Saguenayens. Jonathan Hudon, que je salue notamment, qui a mentionné que Précourt devrait être du voyage dans les Maritimes, et ça, c'est la semaine prochaine. Il me semble que leur voyage commence le 2 octobre, mais je ne suis vraiment pas sûr. Voilà, donc, but de Lucas Napio. Sinon, Maxime Massé, qui affrontait son frère pour la première fois, a réussi à marquer contre William Lasselle. Et sinon, avec 19 secondes à faire, tout le monde se préparait à partir au deuxième entracte. Donc, les gens se levaient pour aller à la salle de bain, pour aller chercher quelque chose à manger ou je ne sais quoi. Et Thomas Belzile dit encore une fois, pas si vite. Il marque avec 19 secondes à faire en deuxième période. Émile Duquet obtient une autre mention d'aide. Et donc, voilà, c'est 3-3 après 40 minutes. En troisième, les Saguenayens prouvent qui est l'équipe à maturité entre les deux formations. Ils ont, pour la grande majorité de la période, imposé leur rythme. Des fois, des possessions de longtemps de possession pour eux, mais jusqu'à ce qu'ils écopent d'un 2 minutes de punition, et pendant la pénalité, Evan Despatie décoche un tir, et qui passe par là? L'ancien Bleuet, Émile Duquet, qui fait dévier la rondelle derrière le gardien. 4-3, Rimouski, plus tard dans l'engagement, donc autour de la troupe de Joël Perreault d'être indiscipliné. Et les Saguenayens en ont profité, bien évidemment. Maxime Massé, encore lui, déjoue la selle d'un lancer. Écoutez, j'ai vu le but de proche. C'est un bon tir de Massé. On dirait que la selle a été capable d'arrêter la première partie de son lancer, mais la rondelle l'a tout simplement traversé
et a glissé très lentement vers le fond du filet. Quand on regarde ça de loin, on peut dire que de loin, ça a vraiment l'air d'un sapin, OK? Mais Massé a vraiment décoché un bon lancer vers la selle. Ça l'a tout simplement traversé. Donc voilà, direction prolongation et en temps supplémentaire. Rien à se mettre sous la dent en 3 contre 3. Tir de barrage pour au Colisée financière Sun Life. C'est la première fois de la saison, bien évidemment, que le temps supplémentaire était nécessaire. Et 7 patineurs ont dû être envoyés par chaque équipe. Pour l'Océanique, je vous dis ça, là, qui a été envoyé. Mais voilà, je tiens encore une fois à souligner le travail de William Lasselle. Il est incroyable en fin de semaine, encore une fois. Donc, Zach Arsenault est envoyé en premier, Émile Duquet en deuxième, Liam Lefebvre en troisième, Thomas Belzile en quatrième, Lou Lévesque en cinquième, Davidas Yukna a été envoyé le sixième. Et pour le septième, Evan Despatie qui a clos le débat avec le seul but de la séance. Pour Chicoutimi, Guité, Schaffer, Massé, Boulans, Lind, Lecomte et Francis, qui lui s'est vu fermer la porte par Lasselle et qui a donné la victoire à l'Océanique. En fait, tous les joueurs des Saguenay se sont vus fermer la porte par Lasselle. C'est seulement Despatie qui a marqué de toute la séance. Victoire de l'Océanique, 5-4 en tir de barrage. Donc voilà. Sinon, pour le match d'hier, ça a été un peu moins. Je veux dire, l'Océanique, c'est vraiment. Ça va arriver cette année. L'Océanique s'est buté à une meilleure équipe. C'est ce qui s'est passé hier dans la défaite de 3-1. C'est toutefois l'Océanique qui a ouvert le pointage. Oliver Chaya, je vous en ai parlé tout à l'heure, il a marqué son premier dans la LHJMQ. C'est grâce à une habile manœuvre de Zach Arsenault et de Raphaël Ackerman. Et sinon, les visiteurs ont répliqué à la toute fin de la première. Émile Guité d'un laser qui déjoue William Lasselle. Sinon, énormément de pression par les Sags en deuxième. Ils ont imposé leur rythme et ils ont fait 2-1 à la fin de la deuxième. Et en troisième, l'Océanique a eu une excellente période. Vraiment, là, ils ont dominé, littéralement. Ils avaient 22 lancés au filet. Au terme de la troisième période. Et ça a fait qu'ils ont dominé les Saguenayens 40-20 au chapitre des tirs au but. Finalement, en troisième, n'ont pas été capables de marquer. Le gardien, le gardien a été très bon. Et Maxime Massé, finalement, a marqué le dernier but des siens pour enfiler le dernier clou dans le cercueil de l'Océanique. Ça va arriver que l'Océanique va se buter à des meilleures équipes, des équipes plus expérimentées. Quand tu es très jeune, c'est ce qui se passe. Parlant de la LHJMQ, Justin Carbonneau s'est fait retourner à l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui est maintenant la meilleure équipe de la LHJMQ et maintenant équipe complète. Seul morceau manquant, ça va être Bill Zanen qui est blessé pour les 4 prochaines semaines. Mais là, ça fait déjà à peu près une semaine, donc je pourrais dire 3 semaines. Mais voilà, donc pour l'Armada de Blainville-Boisbriand, l'Océanique reprend l'action vendredi contre les Remparts de Québec. C'est au Centre Vidéotron. Donc, premier match à l'étranger pour les Knicks vendredi soir. Et samedi, on revient à la maison. On joue contre devant nos partisans, toujours contre les Remparts. Donc, match au Colisée financière Sun Life pour l'Océanique samedi. Après 4 matchs, 3-1-0, la fiche de l'Océanique, 6 points. 14 buts pour, 12 buts contre. 27% sur l'avantage numérique, ce qui est bon, mais Joël Perreault veut améliorer ça. Lorsqu'on regarde de l'extérieur, oui, 27%, c'est un excellent avantage numérique, mais 50-18, c'est un petit peu... c'est un peu moins reluisant. L'infériorité numérique à 71%, on doit améliorer ça également du côté de l'Océanique. Pour les meilleurs pointeurs, Evan Despatie à 5 points, 1 but, 4 passes. Émile Duquet à 4 points, 2 buts et 2 passes. Liam Lefebvre a 2 buts, 2 passes également pour 4 points. Davidas Yukna a également 4 points, 1 but et 3 passes. Et Lucas Napio a 1 but et 2 aides. À égalité, ça, il est à égalité, si je ne m'abuse. Et je pense que c'est avec Zach Arsenault ou Thomas
Belle-Île, mais je suis pas sûr. Mais il me semble que c'est avec Arsenault. Il me semble qu'ils ont exactement la même fiche là, de 1B, 2Z, les deux, si je ne me trompe pas. Et pour William Lasselle, c'est 3, 1 et 0. Une moyenne de buts alloués de 2,98, un taux d'efficacité à 892. Je m'inquiète pas pour ses statistiques. Il a pas fait face à beaucoup de lancers hier, mais il y avait pas grand-chose à faire sur les buts qu'il a accordés. Donc, ce qui explique cette fiche pour le Cerbère de l'Océanique. On va parler Canadien maintenant. Il leur reste 2 matchs préparatoires. Ils ont joué un bon match samedi contre les Leafs. Il y avait de quoi à se faire pardonner pour l'humiliation subie là, contre ces mêmes Leafs au Centre Bell. Ils ont répliqué de brillante façon. Maintenant, j'ai hâte d'en voir plus du côté de Zachary Bolduc, qui ne m'a pas impressionné une seule seconde, l'ex-Océanique. J'ai très hâte qu'il m'en montre plus. Je comprends qu'il joue avec Alex Nowak, mais je veux avoir plus. On nous l'a tellement vendu comme un travaillant, comme un gars qui utilise son lancer. Ben, je veux le voir. Donc, voilà. Et sinon, ben, on a annoncé une vague de coupure. Sans grande surprise, Joshua Roy qui, malgré son entraînement hors glace cet été, qui, on mentionne, a été incroyable, n'a pas été en mesure de se tailler un poste avec l'équipe. Il est dans les premières coupures. Il s'en va à Laval. Et pour moi, c'est terminé pour Joshua Roy. Il avait une dernière chance de se faire valoir à Montréal et c'était cette année avec un été, lui-même là, décrit son été comme exceptionnel au niveau de l'entraînement physique et de la condition physique. Il n'a même pas été capable de faire le club. Ça veut dire qu'il y a des grandes lacunes dans son jeu. Moi, de ce que je vois, c'est pas un... Je veux dire, sans vouloir taper sur la tête du gars, je veux dire, je pense... Ben de ce que je vois... Je vois pas un joueur travaillant, je vois pas un joueur qui veut avec de la hargne et tout. Donc pour moi, ça fit juste pas avec la culture que l'équipe veut implanter. Et c'est pour ça qu'il est renvoyé dans la LAH. Jacob Fowler a aussi été retourné du côté du Rocket. Zéro surprise là. Le Canadien veut qu'il joue le plus de matchs possible et c'est à Laval que ça va se passer. Kaapo Kähkönen a disputé un bon match samedi. Et ça vient peut-être brouiller les cartes avec Jakub Dobeš. C'est probablement, si vous êtes à Québec et que vous avez des billets pour voir le match Canadien-Sénateur, si j'étais à votre place, je n'espérais pas trop voir Samuel Montembeault. On a donné un match complet à Kähkönen, on va en donner un complet à Dobeš. C'est sûr qu'on veut voir lequel des deux peut le mieux épauler Samuel Montembeault. Et on ne veut certainement pas revivre un ménage à 3 comme on l'a fait il y a... c'était pas l'an passé, c'était l'autre d'avant, avec Jake Allen, Samuel Montembeault et Caden Primo. C'est sûr qu'on ne se rembarque pas là-dedans. Donc, il y en a un des deux qui va prendre la direction de Laval. Si j'avais à prendre au début du camp d'entraînement, je vous aurais dit Kähkönen à Laval, Dobeš à Montréal. Mais là, Kähkönen est en train de prouver que peut-être qu'il peut être un bon deuxième. Les Leafs avaient presque une équipe complète. Là. À un Austin Matthews près, les Leafs avaient leur équipe complète. Kähkönen a quand même très bien fait derrière, en fait, une équipe qui du Canadien qui ne comptait pas tellement de vétérans, a maintenu un taux d'efficacité à 913, ce qui est bon pour Kaapo Kähkönen. Donc, hâte de voir ce qui va se passer de ce côté-là, du côté du deuxième gardien de but du Canadien. Selon moi, Kaapo Kähkönen est en train de créer une surprise, mais ça, c'est peut-être juste moi. Peut-être que la direction voit autre chose, mais voilà. Et en plus de ça, ce que je pense encore plus, c'est que Kähkönen est en train de prouver que tu peux pas le perdre pour rien au balotage. Et Kähkönen a signé un contrat, si je ne m'abuse, à 1 volet. Et ça veut dire que Dobeš est beaucoup plus facile à envoyer à Laval, ce que je pense qui va arriver. Je pense que Dobeš et Fowler vont séparer la tâche du côté du Rocket de Laval. Dernière chose, en terminant les sports, on a confirmé hier pendant la mi-temps du match là, entre les Packers de Green Bay et les Cowboys de Dallas, qui performera à la mi-temps du Super Bowl.
eh bien, c'est le chanteur latino Bad Bunny qui va se produire. Très ambivalent sur cette annonce. Je veux dire, j'ai pas rien à dire sur Bad Bunny. Il ne m'impressionne pas plus que ça. J'ai pas... Je suis pas à terre de cette annonce-là de la NFL. Je saute pas de joie non plus. Donc, ce sera une mi-temps comme une autre pour moi. Ça n'aura rien de spécial. Je pense pas qu'il va faire lever tant de monde que ça. Monsieur Bad Bunny, même si c'est une grande vedette, là, bien évidemment, il y a une chanson excessivement populaire que je ne peux pas vous nommer ce matin parce que le titre m'échappe. La radio en mouvement. Wow, wow. Flow 96.5.